OK. Et justement, là, vous parliez des écrans. On entend beaucoup dire, que ce soit pour chez les enfants, chez les adolescents ou même chez les adultes, avec, de plus en plus, du coup, TikTok, Instagram, YouTube qui font, du coup, les formats courts, de plus en plus courts, qui sont très intenses avec les gens qui passent beaucoup. Et c'est un petit peu une analogie avec les jeux de casino, enfin la machine à sous des casinos, où en quelques secondes, on va de temps en temps avoir le pic de dopamine, puis sinon on va pas avoir le pic, on sait jamais ce qui arrive ensuite, et on a juste à faire un mouvement de doigt. Et donc, tout le fait que du coup, d'un coup, on passe, je sais pas, d'une vidéo d'animaux à une vidéo de bagarre à autre chose, comment est-ce que du coup ça a vraiment un effet? Est-ce qu'il y a des études qui sont allées se plonger là-dedans et qui ont regardé et qui ont montré qu'il y avait un effet néfaste sur l'attention? Ou est-ce que justement, il n'y a pas vraiment d'effet négatif, c'est-à-dire que ça ne se transfère pas forcément sur après les autres domaines de la vie, etc. Si ce n'est peut-être l'addiction du coup que ça pourra procurer, mais pas forcément de dommages sur l'attention. Alors, ça, c'est un débat très actuel. Donc, il commence à y avoir des études, mais il y en a pas encore des tonnes hein, vraiment là-dessus. Donc, c'est difficile d'avoir une réponse claire pour l'instant. Il n'y en a pas. Mais quand même, ce qui commence à sortir et de manière, on va dire, récurrente, c'est notamment l'âge à laquelle l'exposition aux écrans se fait. Et là où il y a, je pense, il commence à y avoir vraiment un certain nombre de données significatives et reproductives, c'est en fait sur les jeunes enfants. Donc là, il y a quand même un certain nombre d'études maintenant qui montrent qu'il y a un lien préoccupant entre l'exposition précoce aux écrans chez les jeunes enfants, c'est-à-dire avant l'âge de 3 ans. Et non seulement c'est une exposition aux écrans précoce, mais en plus elle est passive, parce qu'à cet âge-là, on met les enfants devant l'écran pour pas avoir à les surveiller, et cetera, pour faire autre chose et bon, voilà. Il n'y a pas de jugement, hein, quand je dis ça, mais c'est souvent fait comme ça. Et donc quand, justement cette exposition, elle est très précoce, avant l'âge de 3 ans, qu'elle est passive, c'est-à-dire l'enfant il est posé devant son écran et tout seul face à son écran et elle commence à être excessive. Alors dans les études, quand on parle d'exposition excessive, c'est au-delà de 2 heures, par jour. Là, c'est vrai qu'il y a des études qui montrent qu'il y a une corrélation, alors corrélation ne veut pas dire cause certes, mais quand même qu'il y a une corrélation entre des retards de langage, des retards dans les interactions sociales et des retards, aussi au niveau, des processus attentionnels, des capacités attentionnelles. Donc ça, c'est, une partie de la littérature qui se développe de plus en plus et quand même, voilà, pour l'instant, je pense qu'on en est surtout là à montrer des corrélations, en fait. Après, il y a d'autres, études qui commencent à sortir, c'est sur, l'exposition au enfin l'impact des l'exposition au format court, des trucs, genre, TikTok, tout ça là. Bon, moi je suis pas hyper, là-dedans, mais là c'est pareil, je sais il y a des études qui commencent à sortir là-dessus et qui pareil montrent des corrélations avec une diminution de l'attention soutenue, donc la capacité de concentration, quand on peut rester, concentré. Donc donc une réduction de justement de la durée pendant laquelle on peut maintenir notre attention sur une tâche, demandeuse. Alors en temps normal, c'est une demi heure, hein, même chez un sujet, classique, on va dire. Et là, a priori, il y a des études qui montrent que ça diminue. Et donc ça, le fait de formats courts comme ça, où on a toujours des choses qui changent, c'est vrai que ça a l'air d'impacter notre capacité de l'attention soutenue. Mais ce qui a l'air de causer plus de problèmes, en fait, c'est un peu ce que tu disais, c'est comment dire, c'est l'attitude face à la récompense. Parce que c'est vrai qu'on sait qu'à chaque fois qu'on donne quelque chose de nouveau au cerveau, il va faire un petit pic de dopamine. Donc il active en fait le circuit de la récompense, hein. Notre cerveau, il aime la nouveauté, enfin, il aime explorer en fait. Donc il aime quand on lui donne quelque chose de nouveau. Et à force donc d'être gavé à des pics de dopamine, c'est vrai qu'on commence à se poser la question de savoir, ben, est-ce que ça a pas aussi un impact sur le fait que quand on doit faire des tâches monotones qui durent plus longtemps, on n'a pas ces pics de dopamine. Donc est-ce qu'en gros, le cerveau, il va pas avoir plus de mal donc à faire une tâche, longue, pas juste pour un problème attentionnel, mais aussi parce qu'il a pas de il a plus de shoot de dopamine.
Alors c'est des petits, faut pas exagérer, hein, on n'est pas drogué, hein, c'est pas. Mais voilà, donc ça, il commence à y avoir aussi des études qui montrent une corrélation entre l'exposition aux écrans, enfin au format court et rapide, et une résistance, en fait, un impact sur le système de récompense, en fait. Donc ça questionne, tout ça, ça questionne, en fait. Mais après, si je dev pour être totalement honnête, il y a aussi des études. Alors dans les années, 2000, il y a une chercheuse américaine qui a beaucoup travaillé sur, l'impact des jeux vidéo sur le fonctionnement cérébral et cetera, et elle avait montré que les jeux vidéo, qui demandent, donc en fait, et là on n'est plus sur les TikTok, les formats courts ou quoi, hein, les vrais jeux là, hein, et où en fait, les gens sont devant leur écran, mais ils doivent, traquer des informations, ils doivent ajuster, ils doivent réagir, et cetera. Bah, en fait, elle avait montré, hein, il y a des études qui ont sorti. Alors c'est vrai qu'on on n'aime pas trop le dire parce que, heu bah, parce que ça peut être récupéré et Ouais. déformé, on va dire. Mais ça avait montré, on sait très bien qu'il y a certains, jeux vidéo qui vont renforcer certaines capacités attentionnelles, mais pas toutes. En fait, certaines, certains processus attentionnels. Donc par exemple, moi, je fais travailler mes étudiants en master parce que bon, là, ils sont grands et qu'on peut discuter avec eux sur des articles qui montrent qu'effectivement, les joueurs de jeux vidéo sont plus performants que des sujets contrôle dans certains types de tâches, comme les tâches de recherche visuelle ou des choses comme ça. Mais c'est très spécifique. Donc voilà, c'est pas, ou sur des tâches de réactivité, ils vont être beaucoup plus, sur les tâches de temps de réaction, ils vont être plus rapides, des choses comme ça. Mais ça reste très spécifique en fait. Donc il faut, voilà, il faut pas tout jeter sur. On peut utiliser l'outil numérique, mais il faut que ce soit fait de manière très encadrée. Après, c'est sûr qu'un enfant qu'on pose devant un écran et qui fait de la vision passive, euh, ça aura un impact beaucoup plus délétère qu'un enfant qui va regarder une vidéo éducative avec son père ou sa mère qui lui explique. Et la vidéo, le jeu est comment dire, un objet d'interaction sociale, d'échange. C'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Donc, il faut pas tout mettre à la poubelle d'un coup. Mais enfin, pour la santé, je pense que de manière globale, il faut quand même alerter grandement, grandement sur les effets négatifs, ouais, des écrans. Voilà, il faut privilégier les comptes. Et non, il y a un autre point important, c'est la différence entre des contenus lents et des contenus rapides. Parce que les contenus rapides, en fait, ça crée une fatigue mentale, en fait, une surcharge mentale. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un contenu lent. Donc ça aussi, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre aussi en compte, quoi. Surtout que j'ai l'impression que dans le fait d'être passif par rapport aux jeux vidéo, et encore, les jeux vidéo paraît peut-être avec une limite de temps et en fonction de l'âge, mais c'est que en plus dans le contenu passif, le temps que l'enfant à 3 ans va passer devant l'écran, c'est du temps qu'il va pas passer à faire autre chose, donc à travailler ses interactions sociales, etc. Et donc le négatif Oui, viendra c'est peut-être ça. même pas forcément du fait de regarder le passif, que du fait de pas faire les autres choses qu'il devrait être en train de faire, explorer, jouer, apprendre à son corps, etc. Et donc faire tous les autres câblages qui sont nécessaires à un bon développement. C'est exactement ça. C'est en fait, c'est pas tant que l'écran, va, empêcher l'apparition du langage, c'est que pendant qu'il est devant l'écran, effectivement, il parle pas, il n'interagit pas, il a pas quelqu'un en face de lui qui parle, qui fait bouger ses lèvres, qui produit des sons, et cetera. Qui a pas des émotions en face de lui, et c'est ça, c'est qu'en fait, ce temps-là, il est pas dédié à autre chose. C'est ça le premier problème, en fait, sur, l'exposition aux écrans des jeunes enfants. C'est parce que ce temps-là, il est pas utilisé à autre chose. Après, pour les enfants même un peu plus grands, de manière générale, à force de remplir le temps des enfants avec de l'activité, on enlève aussi, donc c'est bien que tu fasses cette remarque parce que c'est tout un autre aspect ça, hein, que j'ai pas évoqué, mais on enlève aussi ce temps de ce qu'on appelle l'esprit baladeur, en fait, le mind wandering, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié ces dernières années. Et en fait, on sait que c'est quelque chose qui est nécessaire au processus de mémorisation, par exemple, aux apprentissages, etc. Donc au développement des structures cérébrales, au câblage neuronaux, etc. Donc, ce temps d'ennui qu'on peut considérer comme l'ennui chez les enfants, c'est quelque chose qui est nécessaire et fondamental pour les apprentissages, en fait. Donc, et en remplissant le temps des enfants, ne les laissant plus s'ennuyer, en fait, on leur enlève tout ça aussi. Donc, ouais, c'est plus que ça prend la place d'autres choses, c'est exact.
tout à fait d'accord avec ta remarque, c'est tout à fait ça. Et pour les formats courts, le souci aussi, j'ai l'impression qu'il y a, c'est que par rapport aux formats longs qui vont forcer du coup avec des hauts, des bas plus ou moins, enfin, où du coup il va y avoir des petits pics dans la vidéo, mais aussi des bas, où par exemple quand on écoute un podcast, etc., où ça reste plutôt monotone, enfin, par rapport à plein de formats courts qui s'enchaîneraient, j'ai aussi l'impression que du coup, ça peut permettre de. Enfin, le format long vient pas forcément enlever la concentration dans le sens d'être capable de se mettre sur une tâche monotone et de rester dessus par rapport au format court qui, justement, le moment où ça devient monotone, c'est le moment où on va juste passer, on va remettre un petit coup de casino et du coup, en plus, on a le renforcement, j'ai l'impression, avec la dopamine qui, du coup, vient renforcer ce comportement de décrocher. Donc, en fait, j'ai l'impression, je me demande si le mal sur l'attention soutenue peut pas être fait par un renforcement négatif, justement, de ce décrochage, que justement, on entraîne notre cerveau à, dès qu'il s'ennuie, à décrocher, à décrocher, à décrocher en boucle. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, donc là aussi, c'est vraiment une grosse différence. Alors, c'est parce que je disais les rythmes lents, en fait. Souvent, les rythmes lents, ils sont associés à des temps longs, justement. Donc, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on ne peut pas comparer, effectivement, un enfant qu'on va mettre pendant 1 heure devant un reportage où il va devoir, qui est lent, où il va devoir être attentif. Et effectivement, cet enfant, pendant 1 heure, là, il va mobiliser son attention, il va prendre de l'information, qu'il va avoir le temps de traiter. Donc, il va faire fonctionner en fait tous les réseaux neuronaux associés à ça. Et ça, on ne peut pas comparer ça avec effectivement un enfant qui prend de l'information, qui change régulièrement et qui reprend son shoot de dopamine et qui effectivement n'a plus du tout cette capacité en fait à rester concentré pendant des périodes plus longues. Donc et qui au contraire a une grosse capacité à être distrait en fait. Et surtout, il ne sait plus résister à la distraction parce que c'est ça qui est important. Parce que être distrait quand on est attentif à quelque chose, être distrait, c'est par des stimuli, imprévus, c'est juste normal. Un enfant en classe qui tourne la tête quand il voit passer un oiseau par la fenêtre, c'est pas un problème, en fait. C'est normal, c'est l'attention automatique, celle que je disais dont je parlais tout à l'heure, c'est les stimuli extérieurs qui viennent capturer son attention. C'est normal ce qu'il fasse ça. Je veux dire, on fait tous ça. Le problème, il vient si après l'enfant est incapable de ramener son attention sur ce qu'il était en train de faire, donc l'attention contrôlée. Donc l'autre aspect. C'est là qu'il y a un problème. C'est s'il est plus pas capable de revenir à sa tâche initiale. Donc si c'est cette capacité d'attention contrôlée qui est mise en défaut. Et ces contenus qui bougent sans arrêt, etc. Le problème, il est là, c'est qu'en fait, ça crée des gens très sensibles à la distraction, mais surtout des gens qui n'ont plus. On leur demande pas de venir remettre leur attention sur leur tâche première, parce qu'il n'y a pas finalement de tâche première, puisque le but du jeu, c'est d'être distrait en permanence. Donc en fait, ils perdent cette capacité d'attention contrôlée. Donc il est là le problème, c'est qu'en fait, ils perdent cette capacité à venir se reconcentrer sur une tâche initiale. Donc ça, c'est vraiment un des gros impacts délétères de ces formats, du zapping en fait, hein.